Studio Balado. Non-binaire. Flo Delval, Studio Balado. Donc j'ai toujours expérimenté une forme de décalage à différents niveaux. Je pense aussi ma vision du monde, ma vision des normes est influencée beaucoup par le fait qu'en fait je suis autiste. Je m'appelle Flo Delval, j'ai 45 ans, activiste, mon pronom est AL et je suis une personne non-binaire. J'évolue au sein de la communauté non-binaire de Bruxelles où chaque jour j'entends des témoignages. J'ai eu envie de les enregistrer afin de créer les représentations qui nous manquaient et de constituer une archive. Je suis donc allé en Wallonie et à Bruxelles rencontrer des personnes qui vivent en dehors des normes de genre imposées. Lou ne correspond pas à la binarité de genre imposée par la société. Il y a quelques années, il a été confronté à un choix. Continuer sa carrière de boxe ou transitionner. Il est maintenant coach et aide d'autres personnes à affirmer leurs identités au travers des sports de combat. Je vous propose d'écouter le récit d'un parcours de résilience face à l'adversité. Je m'appelle Lou, j'ai 34 ans, bientôt 35. Mes pronoms, intimement c'est Al. En pratique, j'utilise plutôt il. Je suis de Bruxelles. Je vis à Bruxelles, je suis né à Bruxelles. Actuellement, mes activités se concentrent plutôt autour du tatouage, de la boxe. Je pense que je suis dans un spectre masculin, mais intimement agenre. Moi-même, en tant que personne, je me vois dans un spectre agenre. Et avec une expression de genre qui est plutôt masque, qui renvoie, on va dire, le moins possible à mon genre assigné à la naissance. J'aime bien quand on utilise le moins possible d'accords. Après, en pratique dans la langue française, je me suis fait avec le masculin. Au début, j'utilisais beaucoup, on va dire surtout au niveau de l'écriture, quand même plus des petites astuces inclusives. Mais après, à l'oral, c'est parti sur du masculin, la plupart du temps. Je crois que je me suis toujours senti en décalage depuis que je suis enfant, jusqu'à ce que je comprenne que ce soit parce que en tant que femme j'étais lesbienne, en tant que personne en fait je suis trans, en tant que cerveau je suis autiste, donc j'ai toujours expérimenté une forme de décalage à différents niveaux. Je pense aussi ma vision du monde, ma vision des normes est influencée beaucoup par le fait qu'en fait je suis autiste. Je pense que ça m'a amené pas mal de questionnements, de questionnements internes, de prise de position aussi vis-à-vis des autres. Ça m'a amené à me battre. Ça m'a aussi amené de la compagnie. Parce que du coup, par exemple à l'école, donc là on parle vraiment de l'école secondaire, j'étais amené du coup à jouer beaucoup plus avec les garçons en termes de quand il s'agissait de sport. Donc je faisais du foot que je faisais pas trop les autres activités plus de filles. Mais je passais aussi des récrés seul dans mon coin à dessiner. Et là, du coup, il y avait pas mal garçons ou filles qui venaient voir ce que je faisais, me parler et tout ça par rapport à ça. Donc je pense que socialement, j'étais pas non plus vraiment isolé. Que mes amis, quel que soit leur genre, trouvaient leur place dans l'une ou l'autre de mes activités. Je pense que c'est aussi ce qui faisait ma force, et ce qui fait toujours ma force, c'est que j'ai une sensibilité qui est à la fois masculine, à la fois féminine, qui est ni l'un ni l'autre, et où je peux me retrouver dans tous les genres, et aucun genre à la fois. Et ça, dès l'enfance, c'était présent déjà.
parcours autour de la boxe, ça a commencé en 2013, où donc j'étais à la fin de mes études, des études d'infographie spécialisées en jeux vidéo, et je ne bougeais pas beaucoup. J'étais assez mal dans ma peau en termes de prise de poids, ce genre de choses, et surtout en fait du manque d'activité physique. Mais je m'étais jamais vraiment intéressé au sport en tant que tel avant. J'ai commencé en 2013 et j'ai commencé la compétition en 2014. Donc après un an à aller à l'entraînement de plus en plus régulièrement, ça a commencé 2 fois semaine par-ci par-là. Et puis en 2014, 3 fois semaine. Puis c'est passé à 4 fois semaine. Jusqu'à aller 5 fois semaine. Et puis 2 fois par jour. Alors ouais, je me suis vraiment découvert une passion. Je me suis vraiment épanoui dans cette forme de répétition et de perfectionnement. Parce que je suis quelqu'un de perfectionniste aussi. C'est là où j'ai vraiment senti le plus de retour à travers la pratique, de résultats et de sensations d'accomplissement. Ce qui fait que j'ai jamais vraiment senti de pression de la part d'autrui pour devoir faire plus, pour devoir me surpasser, pour devoir aller à l'entraînement, pour me motiver à le faire. Allez, le milieu sportif, c'était vraiment un univers que je ne connaissais pas. Donc aller dans un club et tout, déjà je suis très timide de base, mais là en plus j'étais angoissé à l'idée de me retrouver dans un environnement dont les codes m'échappaient complètement. À l'époque, je m'identifiais encore en tant que femme lesbienne. Donc je suis allé dans ce club qui était un club mixte et je me suis jamais moi-même posé de questions par rapport à ça, dans le sens où pour moi c'était normal de m'entraîner avec des garçons, des femmes et tout, et que j'allais probablement être la seule fille parce que déjà avant j'étais habitué par exemple à l'école à être la seule fille à jouer au foot, la seule fille à vouloir faire des trucs pas dits de filles, pas de sport féminin et tout ça. C'est pas que je suis têtu, mais quand j'ai envie de quelque chose, qui rentre pas dans les codes, enfin en tout cas dans les normes très binaires, ça m'était égal, ça m'a toujours été égal, parce que ce sont pas mes normes, c'est pas comme ça que moi je vois le monde, et je suis toujours allé au-delà de ça. Il y a pas mal d'hommes qui étaient contents en fait de me voir, de se dire ah oui enfin une fille qui frappe, qui a envie de frapper, qui a envie de se donner à fond. Du coup, ça a démarré en 2014 où j'ai fait mon premier combat, donc en catégorie féminine. Mon but à l'époque, c'était de devenir championne de Belgique. Et j'ai assez vite déchanté parce que je me suis rendu compte qu'il y avait personne et j'avais pas d'adversaire, ou très peu, genre vraiment, vraiment très peu. Et du coup, j'avais l'impression que même si j'avais le titre, ça aurait été un peu un titre en carton parce que il y avait pas vraiment de challenge à se dire voilà, j'ai surtout comparé aux hommes où certains avaient dans leur catégorie des huitièmes, des 16e, des 8e et des quarts de finale avant de pouvoir avoir le titre, alors que moi j'arrivais directement en finale ou en demi-finale. En 2019, j'ai fait une rencontre qui m'a amené à me re-questionner sur mon genre. C'est une période pour moi où j'avais vécu pas mal sur le plan compétitif. J'avais pas mal fait de combats en Belgique, à l'étranger aussi. J'étais très impliqué dans la boxe. J'étais aussi en épuisement physique parce que j'étais à au minimum 10 entraînements semaine, parfois plus. Parfois le samedi aussi, j'allais m'entraîner soit avec l'équipe nationale, soit avec mon club, on faisait des extras. Physiquement, j'étais en train d'épuiser mon corps. Et en 2019, donc j'ai rencontré une personne transmasque. On est sortis pendant une petite période.
En rencontrant cette personne, j'ai rencontré d'autres personnes trans. Ça a créé une réaction en chaîne vers laquelle j'ai de plus en plus commencé à apprendre qu'est-ce que la transidentité et à réfléchir aussi, tiens, en fait, qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que moi j'ai ressenti depuis que je suis tout petit. Parce qu'il y avait pas mal de choses qui faisaient écho. En fait, j'avais déjà rencontré dans ma vie d'autres personnes transmasques par-ci par-là, pendant mes études, dans des cercles d'amis, mais pas forcément d'amis très proches. À ce moment-là, c'était des personnes transmasques aussi qui étaient dans un parcours médical assez avancé, qui avaient déjà eu un traitement hormonal depuis longtemps, qui vivaient du coup en tant qu'hommes sans que leur transidentité soit remise en question, soit hyper visible aussi. Et du coup, on parlait jamais de ça. Pour moi, ouais, ok, c'était leur vie, c'était leur vécu. Tandis que en 2019, la personne que j'ai rencontrée avec un passing assez androgyne, encore assez féminin, et ne prenait pas de testostérone par exemple, n'envisageait pas de torso, tout ce genre de choses. Donc ouais, j'ai appris autrement ce qu'est la transidentité, et j'ai rencontré plein d'autres personnes, et ouais, ça a été le début d'un grand questionnement qui m'a aussi poussé je pense que j'avais un besoin de partir et de faire un travail sur moi-même. Je pensais à partir faire un voyage à vélo, ce genre de choses, me retrouver en fait avec moi-même. Finalement, je me suis retrouvé à Nowhere, c'est un espèce de Burning Man en Espagne, où ça m'a laissé le temps et aussi l'environnement pour me tester dans mon identité de genre, pour rencontrer aussi des gens qui ont l'habitude, par exemple, pas forcément de questionner tout ça, mais de l'inclure lors des activités. Et c'est des trucs tout bêtes, genre demander les pronoms, tout ça. Pour moi, c'était des choses, vraiment de nouvelles choses auxquelles j'étais pas habitué. Le fait de m'y initier, ça m'a fait me poser des questions progressivement. Et ouais, au terme de l'été, à l'entraînement, je suis revenu en tant que personne non binaire. Vous écoutez Lou dans Non Binaire, un podcast de Flo Delval et du studio Balado. Dans cet épisode, Lou évoque son autisme. De nombreuses études pointent une prévalence des troubles du spectre autistique ou d'autres formes de neuroatypie dans les populations trans et non-binaires. L'une des explications possibles serait que les normes de genre ne sont pas évidentes pour les personnes neuroatypiques, puisque celles-ci ne sont que des conventions sociales. Fin 2019, en fait, j'ai fait une tentative de suicide qui m'a poussé aussi à prendre ma transidentité plus au sérieux. Je pense que j'étais en dépression depuis le début de mon adolescence. Quand je me suis retrouvé à l'école secondaire, dès la première année secondaire, ça a vraiment... Je pense que les normes qu'il y avait là-dedans, enfin là-bas, ont vraiment eu un impact négatif sur ma santé mentale et sur mon identité qui était en train de se construire. On m'avait pas trop critiqué quand j'étais encore en primaire, mais après là, par contre, je commençais à m'en prendre de plus en plus dans la figure, et ça a été une accumulation de choses. Pas seulement en termes de genre ou de sexualité, mais aussi au niveau des attentes de la société, dans le monde du travail, dans la productivité, ce genre de choses. Où ça a été un mélange aussi, où en tant que personne autiste, j'ai vraiment du mal dans le monde du travail classique tel qu'il est à côté. Je suis quelqu'un de très productif, mais j'ai besoin que mon travail soit adapté, l'emploi du temps soit adapté, enfin voilà, j'ai des besoins spécifiques qui ne correspondent pas aux normes. En 2019, je suis un peu tombé dans le cliché où je me suis rasé les cheveux. Et depuis, je me les suis jamais laissé repousser long.
J'ai eu enfin un suivi psychologique. Et ça, je savais que j'en avais besoin depuis longtemps, mais j'avais pas les moyens, j'avais pas d'argent, donc j'étais en gros blocage pour prendre ça aussi au sérieux. J'ai enfin demandé de l'aide aussi. J'ai eu une personne adorable du centre de prévention du suicide qui m'a permis de me prendre en charge. Et à côté de ça, donc, j'ai eu mes amis aussi qui m'ont soutenu là-dedans, qui m'ont aidé aussi à parler avec mes parents, par exemple. On s'est rendu compte que il y avait énormément de problèmes chez moi qui dépendaient de mes parents, ce qui est très très fréquent. Mais ouais, et par rapport à la boxe, du coup, j'avais un peu repris du poids. J'avais du mal à continuer à rester dans ma catégorie de poids optimal qui était déjà pas simple à atteindre parce qu'en fait j'avais des troubles alimentaires sans le savoir vraiment. Et ouais, du coup, j'ai fait encore un combat. Et puis, on est parti en stage au Maroc. C'était assez drôle parce que j'étais déjà allé en stage au Maroc au même endroit quasiment. Donc à l'époque où j'avais encore des cheveux longs et tout ça, et là d'un seul coup j'ai des cheveux courts, tout le monde m'appelle monsieur à l'aéroport et autres. C'était c'était la première fois qu'on commençait à remettre mon genre en question en m'appelant monsieur. Ouais, j'expérimentais un regard différent vis-à-vis des autres. Je sentais que le regard des gens était vraiment pas le même, était moins bienveillant. Puis, donc on est en 2020, je me prépare pour la période de championnat. Et le week-end où je devais boxer, tout est annulé, tout est arrêté à cause de la pandémie de Covid. Là, ça a commencé à être une nouvelle période pour moi. J'ai pu me remettre en question au niveau de mon genre. J'ai pu aussi physiquement prendre du recul par rapport à la boxe. J'ai pu prendre le temps d'aller à mes séances de psychothérapie et tout ça, en me focalisant vraiment sur le fait de prendre soin de moi et de comment reconstruire mon environnement, mes activités, mes relations aussi, pour que ce soit beaucoup plus adapté à mes besoins. J'ai aussi pas tellement expérimenté dans mon expression de genre parce que je pense déjà avant j'étais toujours très masque et je le suis encore. Enfin ça par exemple au niveau des vêtements ça a quasiment pas changé. J'ai commencé une transition sociale. J'ai arrêté de me faire appeler par mon dead name. Allez, mon nouveau prénom Lou, en fait c'est très facile par rapport à mon dead name, donc ça demandait pas trop d'efforts pour les autres. Même si avec mes parents ça a été compliqué. Ça a été assez longtemps compliqué. Vraiment, j'avais besoin qu'on m'identifie non plus en tant que fille, qu'on m'appelle Lou, qu'on me respecte. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. En même temps, comme c'était la pandémie, il y a eu double quarantaine, tout ça. J'ai mis pas mal de temps avant de retourner à l'entraînement. Donc quand je suis retourné à l'entraînement, j'avais déjà beaucoup plus une idée de qui je suis. C'était déjà beaucoup plus clair dans ma tête. Je pouvais exprimer, par exemple, à mon coach, oui, j'aimerais que tu m'appelles Lou maintenant. Et que ça a été compliqué parce que j'ai plusieurs coachs, mais c'est des choses que eux ne comprennent pas forcément. Par exemple, tout le club connaît mon prénom parce que pour me pousser au-delà de mes limites, ils gueulaient mon prénom sans arrêt. Enfin, ils gueulaient de façon bienveillante pour m'encourager de loin et tout ça. Donc tout le monde entendait mon prénom et tout ça. Donc en fait, c'est des petits trucs comme ça qui ont eu un impact sur le fait que socialement, ça soit un peu plus, ça prenne un peu plus de temps. Au niveau de la compétition, je voulais toujours combattre en catégorie féminine. Pour moi, c'était pas vraiment une remise en question à ce niveau-là. Comme j'ai vu j'ai eu la chance de pouvoir quand même boxer à l'international, de voir des personnes de plein de pays différents dans le milieu de la boxe.
Je pense que je m'étais rendu compte que, ouais, en fait, il y a plein de personnes qui sont, en tout cas dans la boxe féminine, qui sont probablement transmasques, qui peuvent pas faire leur coming out non plus, ou qui sont obligés de se cacher à ce niveau-là. Je comptais reprendre la compétition. J'envisageais pas encore de traitement hormonal à ce moment-là. Je commençais à peut-être penser à une torso, parce que du coup, ma poitrine, c'était vraiment un poids mental, pas juste physique, mais mental. Et ce, depuis toujours. J'ai eu pas mal de difficultés aussi à reprendre l'entraînement régulièrement. J'étais aussi sous antidépresseurs. J'avais plein de changements physiques. Donc, à la fin de la période de pandémie, j'avais tellement de changements dans ma vie que j'ai eu du mal à reprendre le rythme d'entraînement. Ça m'a permis de prendre du recul. Et donc, dans un sens, j'ai grandi aussi dans ce sport. Et puis est arrivée une période où j'ai décidé de passer le cap pour faire une torso. Et je m'étais dit, ouais, je vais continuer, je vais quand même continuer la compétition en catégorie féminine. Mais au moins, même si je prends pas de traitement hormonal ou quoi, je m'en fiche, je vais continuer comme ça. Parce que je m'étais beaucoup renseigné sur les possibilités, voilà, de faire du sport en tant que personne trans. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point le monde est merdique actuellement. Il y a, ouais, au niveau de la compétition, il y a vraiment un gros dilemme qui s'est posé à moi sur le fait de prendre de la testo ou non. À la base, je pensais pas spécialement en prendre. Allez, je me voyais pas encore trop vraiment en tant comme trans. Donc, je voyais pas vraiment l'utilité de prendre de la testo pour être plus masculin. Jusqu'à ce que je fasse un petit rêve où j'ai rêvé que j'avais la barbe de Wolverine. Ça a été un déclic. J'ai fait, ah, je veux ça. Donc, à un moment donné dans ma vie, je veux prendre de la testo. Juste pour ça. Déjà, pour la compétition, j'étais déjà en gros dilemme par rapport au fait de continuer de me genrer au féminin, tout ça. Ça me posait problème et en même temps, je me disais, bon, je peux encore faire avec. Je peux encore continuer en catégorie féminine et faire semblant, jouer le jeu. La compétition masculine était réservée vraiment aux hommes cis, quoi, parce que socialement, c'est vraiment un autre monde et même au niveau de la pratique, bon, ça c'est encore toute une discussion à part qu'on peut avoir sur l'éducation sportive, l'évolution, la prise en charge de nos corps depuis l'enfance, l'impact que la société a sur nos corps qui sont dits plutôt féminins depuis l'enfance, les attentes qui sont posées dessus, tout le fait que par exemple dès l'enfance une fille est pas amenée à développer son corps de la même façon qu'un garçon et ça crée des différences hyper vite alors que biologiquement parlant en fait il n'y a pas vraiment de raison. On a des différences hormonales, oui, ok, mais au-delà de ça, le fait d'utiliser son corps, le fait de mobiliser ses muscles et tout ça, il n'est pas du tout pris en charge de la même façon selon qu'on a été éduqué en tant que fille ou que garçon. J'ai voulu me renseigner sur la place des personnes trans dans le monde du sport, sur les inégalités, ça m'a un peu enlevé une motivation. Je voyais plus trop pour quelles raisons me battre. Enfin, en tout cas, non, pour quelles raisons continuer d'essayer de faire de la compète dans des milieux en fait où on n'est pas accepté, où les femmes trans sont exclues, mais de façon tellement injuste et violente. Pour les femmes cis, si elles sont pas hyper dans les codes de la féminité, vont pas être sponsorisées. Le monde sportif je pense, m'a pas mal dégoûté à ce niveau-là. Et ça m'a poussé aussi à chercher des alternatives. Ouais, dès 2019, j'ai commencé à donner des cours de boxe. J'ai donné quelques cours dans le club où je pratique. J'ai commencé à donner des cours de boxe avec un collectif féministe
qui est beaucoup plus inclusif et beaucoup plus une autre idée du monde du sport et de l'objectif du sport en soi. Et c'est un club avec lequel j'ai pu m'épanouir aussi socialement. Ouais, voir le sport au-delà, hors du cadre compétitif. Le sport, déjà, ça permet de ne faire qu'un avec son corps, de se prendre en main, et en tant que personne non binaire, c'est hyper important de se rendre compte qu'on n'est pas juste un corps lié au regard des autres. On est un corps qui est aussi lié au regard qu'on a sur soi et ce qu'on veut en faire. Non-binaire est un podcast documentaire de Flo Delval produit par le studio Balado. Réalisation, Michel-Ange Vinti. Musique originale, Gérald Kurdian. Production Studio Balado, Julien Barbier et Michel-Ange Vinti. Merci à notre partenaire Xeno, plateforme qui valorise les personnes queer racisées. Merci à Let's Talk About Non-Binary, une collective par et pour les personnes non-binaires. Le podcast non-binaire est soutenu par la COCOF, la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux et vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Merci pour votre écoute, à bientôt.